Bonjour tout le monde. Je suis une femme de 27 ans et je me suis retrouvée dans le rôle de tutrice pour ma sœur de 10 ans. Cette responsabilité est tombée sur mes épaules car nos parents, qui n'avaient jamais été en plein aux devoirs parentaux, m'avaient clairement fait comprendre dès mon enfance qu'ils n'étaient pas prêts pour les responsabilités de la parentalité. Ma mère m'a conçue dans l'espoir que je serais un miracle pour réparer leur mariage qui s'effondrait, et mon père, peut-être pour éviter de nouveaux conflits, a accepté. Cependant, leur plan a spectaculairement échoué, transformant ma vie en cauchemar. Ils m'ont constamment négligée, tant physiquement que émotionnellement, ignorant leurs obligations. Malgré quelques cas où des enseignants ont remarqué des marques sur moi, mes parents ont balayé cela comme de simples maladresses, m'empêchant ainsi de recevoir l'aide dont j'avais désespérément besoin. Quand j'ai eu 11 ans, mon premier thérapeute m'a conseillé d'être soumise et d'essayer de régler les choses avec mes parents. Malheureusement, cette approche s'est avérée vaine. J'ai dû changer plusieurs fois de thérapeute avant d'en trouver un qui prenait pour ma paix mentale, m'encourageant à quitter mon environnement familial toxique. Cependant, des contraintes financières m'ont rendu impossible de partir avant mes 18 ans. Pendant que je travaillais pour économiser de l'argent, ma mère m'a manipulée et culpabilisée, me qualifiant d'égoïste pour vouloir m'échapper. À l'âge de 16 ans, j'avais clairement fait comprendre que j'attendais mon heure pour pouvoir m'échapper. Mes parents ont finalement abandonné, ce qui signifiait perdre leur soutien financier mais aussi gagner ma liberté vis-à-vis de leurs interférences constantes. Quand j'avais 17 ans, ma mère est tombée enceinte à l'âge de 42 ans. Au milieu du chaos de la grossesse, mes parents étaient préoccupés par le nouveau bébé, à tel point qu'ils m'ont aidé à déménager rapidement, impatients de transformer ma chambre en une nurserie parfaite. Bien que cela ait facilité mon départ, cela m'a laissé avec des sentiments mitigés, du soulagement d'échapper, mais aussi un sentiment persistant d'être remplaçable. Malgré ces défis, j'ai cherché à rester forte et à déménager, déterminée à créer un meilleur avenir pour moi-même. À l'âge de 18 ans, la vie était vraiment merveilleuse. Au moment où j'ai atteint 20 ans, j'ai décroché un emploi, obtenu une place sur la liste d'honneur et pu me payer un appartement rien que pour moi. C'était une période de triomphe et d'indépendance. Mais cette phase de bonheur était sur le point de se briser. Un jour, mes parents sont arrivés sans prévenir, accompagnés de ma sœur plus jeune. Ils me l'ont confiée, expliquant qu'elle était plus difficile à gérer qu'ils ne le pensaient, et que c'était à moi de m'occuper d'elle. J'étais prise au dépourvu, et avant que je puisse vraiment saisir la situation, ils sont partis, me laissant avec ma sœur de 3 ans. Dans mon état de confusion, je me suis tournée vers mes amis, qui étaient devenus mon principal soutien au cours des 3 dernières années. Leurs conseils étaient unanimes. Il était préférable que ma sœur soit avec moi, car elle pouvait avoir une meilleure vie que moi. 3 de mes amis se sont ralliés autour de nous, devenant essentiellement des parents de substitution pour ma sœur. Nous nous sommes tous relayés pour veiller sur elle et avons travaillé diligemment pour qu'elle se sente chérie et bien soignée. À un moment donné, ma sœur croyait sincèrement qu'elle avait 3 mamans et un papa, ce que je trouvais attendrissant, mais je l'ai doucement corrigé en grandissant. Pendant ce temps, mes parents voyageaient et profitaient de leur vie, comme en témoignaient leurs publications sur les réseaux sociaux. Je suis soulagée que ma sœur n'ait pas connu la négligence que j'ai connue, mais quand elle a eu 8 ans, elle a commencé à se demander pourquoi nos parents ne venaient jamais à aucun de ces événements. Je ne voulais pas qu'elle se sente abandonnée, alors je lui ai dit que nos parents étaient occupés avec leur travail, ce qui rendait difficile pour eux de nous rendre visite aussi fréquemment qu'ils le souhaitaient. Bien qu'elle ait accepté cette explication, il était évident qu'elle n'était pas entièrement satisfaite. Pour répondre à ses préoccupations, j'ai organisé une thérapie pour elle et j'ai contacté nos parents, les exhortant à nous rendre visite dès que possible. Malheureusement, en raison de circonstances imprévues, telles que la pandémie, ils n'ont pas pu le faire.
C'est pourquoi, il y a seulement une semaine, le jour de mon 27e anniversaire, j'ai invité mes parents. Je voulais qu'ils viennent, et ils sont venus. Cependant, leur comportement m'a bouleversé. Quand ils sont arrivés, ils ont agi comme si tout était revenu à la normale. Ma mère a immédiatement commencé à critiquer tous les aspects de mon appartement, tandis que mon père a ouvert une bouteille de whisky et a refusé de s'engager dans une conversation qui ne tournait pas autour de ses pensées ou désirs. Ma mère a également essayé de dicter des changements dans ma chambre, et lorsque ma sœur est revenue de son cours de ballet avec l'une de mes amies, ma mère s'est approchée d'elle pour lui faire un câlin. Étonnamment, ma sœur, qui n'avait pas vu nos parents depuis 7 ans, s'est retirée et a cherché refuge derrière mon amie. Ma mère a insisté, demandant un câlin à plusieurs reprises. C'est alors que j'ai intervenu, lui demandant de respecter le choix de ma sœur de ne pas l'embrasser. En réponse, ma mère m'a giflé devant mon amie et ma sœur. Elle s'est lancée dans une tirade, me rabaissant et insinuant que je devrais être reconnaissante pour sa maternité et les soins qu'elle a prodigués car personne d'autre ne le ferait. Entendre ces paroles irrespectueuses était comme un retour dans le temps. J'ai regardé ma sœur horrifiée, protégée par mon amie, et j'ai su que je devais me défendre. J'ai informé ma mère qu'elle pouvait partir si elle ne respectait pas les règles de ma maison, en particulier celle de respecter les souhaits de ma sœur. Elle a ri et a refusé. Je lui ai donné 30 minutes pour partir avec ses affaires, la prévenant que j'appellerais la police si elle ne se conformait pas, surtout parce que tout le monde avait été témoin de sa gifle. Elle m'a osé à le faire, alors je l'ai fait. J'ai appelé la police. La situation n'était pas plaisante. Ma mère et mon père m'ont tous deux insulté, mais mes amis, ma sœur et d'autres présents ont pensé que j'avais fait la bonne chose. Je suis partagée entre ne pas vouloir être un idiot et défendre mes proches et les gens qui me tiennent à cœur. J'apprécie vraiment le soutien massif de vous tous. Je ne l'ai pas mentionné dans ma mise à jour précédente, mais j'ai porté plainte contre ma mère pour m'avoir giflé. La marque de sa main était visible sur ma joue, et mon ami et ma sœur ont confirmé à la police qu'elle m'avait effectivement giflé. Par conséquent, elle sera traduite en justice, et nous espérons tout régler là-bas. La date du procès est fixée pour demain, et je ne suis pas tout à fait sûre de la marche à suivre à ce stade. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans la position de devoir documenter les actions de ma mère, mais c'est la réalité à laquelle je suis confrontée maintenant. Bonjour à tous. Quelques événements significatifs se sont déroulés pendant les procédures judiciaires. Le juge a statué en ma faveur dans l'affaire de violence domestique, une décision qui m'apporte un certain soulagement. De plus, le tribunal a été informé de la situation avec ma sœur et a suggéré que je prenne sa tutelle légale. Je n'avais pas envisagé cette possibilité auparavant, mais quand le tribunal me l'a proposé, j'ai pensé que cela pourrait être une excellente solution. J'ai accepté, et il y a 2 jours, je suis officiellement devenu le tuteur légal de ma sœur. Mon ami a mentionné que ma sœur a été profondément affectée en voyant le comportement abusif de notre mère envers moi. Malgré son enthousiasme précédent à l'idée de rencontrer nos parents, le fait de les voir me maltraiter a changé sa perspective. Maintenant, elle ne souhaite plus être avec eux. Honnêtement, ma sœur me fait me sentir plus valorisée et appréciée que quiconque ne l'a jamais fait. Je crois fermement avoir fait la bonne chose en me défendant, et je refuse de me sentir coupable pour cela. D'autre part, cela fait 3 ans que je n'ai pas vu mon ex-femme. Nous avions été en couple pendant 7 ans, commençant en tant qu'amis au lycée pour ensuite devenir amants. Notre lien était fort, mais lorsque j'ai obtenu un stage dans un prestigieux cabinet d'avocats, ma petite amie a insisté pour que nous nous marions immédiatement. J'ai essayé d'expliquer que même si je gagnais assez pour nous entretenir, attendre jusqu'à ce que je sois sur la liste de paie ou que je gagne un revenu plus important serait plus sensé.
Cependant, elle ne voulait pas attendre, sentant que sa jeunesse lui échappait, et elle voulait se marier avec moi le plus tôt possible. J'avais l'intuition que l'une des raisons principales pour lesquelles elle voulait se marier était la pression sociale qui pesait sur nous. Ses amis et ses cousins exprimaient clairement leur désapprobation de notre décision de retarder le mariage. Finalement, j'ai cédé, pensant qu'avec un peu plus d'effort, je pourrais trouver un équilibre. De cette façon, je pourrais la rendre heureuse tout en assurant un avenir financièrement stable. Nous nous sommes donc mariés alors que j'avais tout juste 28 ans. Ma femme était ravie que nous soyons enfin mariés, et elle ne doutait plus de mon affection pour elle, ayant enfin mis une bague au doigt. Notre mariage fut assez extravagant, et ma femme ne voulait faire aucun compromis sur ses plans. Elle a également limité les contributions financières de nos parents à un certain montant, avec 60% des coûts couverts par nous et les 40% restants par nos parents. Les 40% restants par nos parents dans la partie que nous avons payée. J'en ai couvert environ 75%. Comme on pouvait s'y attendre, il faudrait un certain temps pour que mes finances se remettent de cette dépense importante, et j'estimais que cela prendrait environ 5 ans. Cependant, j'avais confiance en ma capacité à le faire. Heureusement, environ 2 mois après le mariage, j'ai reçu une offre d'emploi remarquable. Cela nécessitait que je déménage hors de l'État pendant 6 à 9 mois, mais cela promettait une augmentation substantielle de mes revenus, environ 300 fois mon salaire actuel. J'étais enthousiaste à l'idée, j'ai partagé la nouvelle avec ma femme et j'ai reçu son approbation enthousiaste. L'une des choses que je chérissais le plus dans notre relation était notre désir mutuel de voir chacun réussir dans nos domaines respectifs. Son encouragement était à la fois attendu et grandement apprécié. Pendant les 2 premiers mois de mon nouveau travail, j'ai reçu de nombreux appels, certains auxquels je n'ai pas pu répondre en raison de mon emploi du temps chargé et des différences de fuseaux horaires. Cela a parfois conduit à des disputes, car ma partenaire estimait que je ne me concentrais pas suffisamment sur notre relation. Cependant, j'ai fait de mon mieux pour lui faire sentir aimé et apprécié, faisant tout mon possible depuis ma nouvelle position, y compris en passant des appels réguliers. J'ai tout fait pour l'appeler chaque fois que je le pouvais, et les fois où je ne le pouvais pas, j'ai fait de mon mieux pour compenser par la suite. Notre relation s'est légèrement améliorée pendant cette période, mais cela a été de courte durée. Au 4e mois de mon absence, l'intérêt de ma femme pour les appels a diminué. Elle prétendait avoir trouvé des passe-temps qui la tenaient occupée et fatiguée, ce qui entraînait moins de conversations. Je lui faisais confiance à l'époque, ignorant que ces passe-temps impliquaient d'autres hommes, mais nous y reviendrons bientôt. Après avoir terminé mon travail, c'était notre premier anniversaire. Pressé de lui faire une surprise, je suis rentré chez moi, espérant trouver ma femme ravie de mon retour. Au lieu de cela, je l'ai surprise en train d'être intime avec 2 hommes dans notre lit. Comme ils étaient absorbés par leurs activités, ils ne m'ont pas remarqué debout dans l'embrasure de la porte. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus partager un foyer avec elle. J'ai appelé mon patron, qui a apprécié mon travail, et m'a offert un autre contrat de 9 mois. J'ai quitté la maison sans lui expliquer grand-chose. Étrangement, quand elle m'a demandé si je revenais, elle semblait presque soulagée. Je ne pouvais pas comprendre sa réaction. J'ai fait face à la trahison et à la douleur seule jusqu'au 3e mois de mon nouveau contrat. D'ici là, nous vivions séparément depuis plus de 6 mois. J'ai demandé le divorce, et elle a étonnamment signé les papiers sans grande résistance. Elle a déménagé peu de temps après, et j'ai décidé de continuer mon travail de voyage. Avance rapide de 3 ans, et je suis de retour dans ma ville. J'ai atteint l'objectif financier que je m'étais fixé, mais j'ai réalisé que les voyages constants n'étaient pas pour moi.
J'ai découvert que mon ex-femme avait refait sa vie et avait épousé un autre avocat de mon cabinet rival. String un égal cabinet, apparemment parce qu'il gagnait plus que moi et parce que j'étais prétendument abusif émotionnellement. Je comprenais l'aspect financier, mais je ne pouvais pas comprendre l'accusation d'abus émotionnel. J'étais blessée, mais j'essayais de ne pas me laisser consumer par cela. Elle ne m'avait pas parlé depuis des années, même lorsque nous nous sommes croisés au tribunal pour la dernière fois. Cependant, le destin a intervenu quand l'un de mes clients a vu ma représentation lors de son divorce. Il estimait que la répartition des biens était injuste, et après avoir étudié le dossier, j'ai découvert qu'il avait raison. De plus, le nouveau partenaire de mon ex-femme représentait la femme du client, créant un conflit d'intérêts. En examinant les preuves et en menant des recherches, j'ai reçu un appel d'un numéro familier. C'était mon ex-femme. Elle était hystérique, expliquant qu'elle avait découvert l'infidélité de son mari avec un client. Une relation inappropriée entre un avocat et un client pourrait entraîner la radiation de l'avocat. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que je pouvais l'aider dans cette situation. Elle prétendait savoir que je n'étais pas aux États-Unis, un mensonge flagrant, et suggérait que grâce à mes parents influents, je pourrais empêcher son partenaire d'être radié. C'était la même femme qui m'avait traité comme si j'étais invisible, quelqu'un qui m'avait complètement ignoré. Soudain, elle voulait mon aide pour quelque chose d'aussi crucial. J'ai trouvé sa demande douteuse, pour le moins. Anticipant une bataille juridique contre lui, j'ai engagé un détective privé pour vérifier les dires de mon ex-femme. Ce que j'ai découvert était encore plus juteux. Il trompait non seulement mon ex-femme, mais aussi la future ex-femme de mon client. C'était trop important pour être ignoré, alors j'ai agi. J'ai présenté un meilleur règlement au tribunal, révélant l'affaire avocat-client. J'ai informé l'association du barreau de leur relation inappropriée, en utilisant mon patron comme référence. J'ai partagé cette situation avec mes amis, et la plupart d'entre eux ont pensé que j'avais tort de signaler sa faute. Ils m'ont accusé de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Je suis curieux de savoir si vous partagez leur point de vue. Pensez-vous que j'ai tort, et si oui, pourquoi? J'apprécie vos gentils mots. Ils signifient beaucoup. En général, je ne laisse pas les opinions des autres m'affecter, compte tenu de ma profession. Une peau épaisse est une exigence dans mon domaine. Cependant, lorsque des amis doutent de mes actions, cela me fait douter de moi-même. Votre soutien et vos expériences partagées sont incroyablement rassurants. Récemment, j'ai appris que le partenaire de mon ex-femme a été radié, le laissant sans source de revenus. Étant donné l'obsession de mon ex-femme pour les marques, cette situation ne pourra pas soutenir son style de vie. Je ne peux pas dire que je me sens coupable à ce sujet. Mon ex-femme a finalement compris mon implication et m'a appelé, me réprimandant pour mes actions. À ses yeux, j'aurais dû respecter son partenaire et m'abstenir de porter plainte. Elle m'a accusé de déformer ses mots. Pour gagner un cas trivial, j'ai désapprouvé mais écouté son coup de gueule et l'ai rapidement bloqué. Franchement, je suis content d'être déconnecté d'elle. Diego, je crois que j'aurais fait le même choix, voire même un choix plus sévère. Tu avais des preuves cruciales pour ton cas, et tu les as utilisées. Je ne considère pas cela comme contraire à l'éthique. Tu lui as fait un minimum de tort, mec. Elle dramatise juste trop. Tes amis ne sont pas justes s'ils pensent que protéger un tricheur est plus important que ton cas. Tu as fait la bonne chose. Son partenaire méritait d'être signalé. Il ne devrait pas exercer une profession où il ne peut pas maintenir des limites et des règles appropriées. Merci d'avoir suivi aujourd'hui, tout le monde. Si vous avez votre propre histoire à partager, veuillez nous envoyer un email à l'adresse fournie dans la description ci-dessous.
N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner. Cela soutient grandement la chaîne. On se retrouve dans le prochain épisode.